Bienvenue au Flash Nouvelle du Lab Secret. Tu commences en nous parlant de quelque chose de bien intéressant avec un gars qui a un nom que je suis pas capable de dire. En fait, c'est un nom et un manuscrit. Oui. C'est le manuscrit de Voynich. Donc, pour le besoin des auditeurs, on va se replacer un peu dans le contexte. Qu'est-ce que c'est que ce manuscrit de Voynich? Et on va voir également défiler à l'écran des images pour permettre aux téléspectateurs de bien saisir de quoi on parle. Donc, l'histoire de ce manuscrit, en fait, qui est le manuscrit le plus mystérieux du monde, débute pour nous au 20e siècle. On est aux alentours de 1912. On a un antiquaire de livres anciens qui se spécialise dans la vente de manuscrits rares. Alors, il se retrouve en banlieue de Rome, et on le sait, avant l'invention de l'imprimerie, comme tu t'en rappelles certainement, Éric, oui. qui date de 1450, Bien à peu sûr. près. Donc, avant l'invention de l'imprimerie, c'était dans des monastères, et on avait des moines copistes. Oui, tu avais les moines bouddhistes et les moines copistes. Donc, les moines copistes recopiaient des manuscrits. Oui. Et c'est ainsi que donc notre bonhomme, Wilfrid Voynich, va de monastère en monastère en quête de ces manuscrits rares. Alors, il se retrouve donc en banlieue de Rome, et là, on lui propose une caisse qui contient des manuscrits. Et l'un de ces manuscrits attire particulièrement son attention. C'est un beau manuscrit, et on le voit là défiler à l'écran. C'est un beau manuscrit écrit ou rédigé sur un papier de qualité. La reliure est très belle aussi. Donc, c'est un manuscrit de grande qualité. Okay. Ce qui retient l'attention de notre antiquaire, M. Voynich, c'est que le manuscrit semble fait en 3 parties. On a une première partie qui montre des plantes, donc on a l'impression, ou à tout le moins Voynich dit, il doit s'agir d'un traité d'herboristerie ou un truc de botanique. Okay. La deuxième partie montre des espèces de systèmes solaires, des étoiles, de l'astrologie. Alors il pense immédiatement à un traité d'astrologie. Et la troisième partie, on voit comme des femmes qui se baignent dans des bassines avec un liquide coloré. Alors il se dit, il doit s'agir également d'un traité de médecine. Ou une pub pour le balnéaire. Si tu veux. Donc, on se retrouve avec ces 3 éléments-là. Ce qui retient aussi l'attention de Voynich, et les téléspectateurs l'ont vu, c'est l'écriture du manuscrit. Voynich, qui est un érudit, regarde le manuscrit, il a l'impression que l'écriture ressemble à du sanskrit, l'écriture qu'on retrouve en Inde, ou encore à de l'écriture arabe, donc du Moyen-Orient. Mais malgré ses grandes connaissances, Voynich n'arrive pas à associer l'écriture à quoi que ce soit de très précis. Alors, il revient aux États-Unis, achète le lot de manuscrits, rentre aux États-Unis et là, le présente à des experts. Et peu à peu, le manuscrit va s'entourer d'un aura de mystère parce que non seulement on va découvrir que l'écriture n'existe pas. Okay. C'est une écriture inconnue qui n'existe pas, n'a jamais existé, et ce n'est pas n'importe quoi. Très rapidement, les linguistes sont en mesure de déterminer que l'écriture répond à des règles de syntaxe. Par exemple, lorsqu'il y a un symbole qui précède ce que l'on croit être un mot, ce mot présente un autre symbole, un peu comme en français, on aurait les ou des, et le mot serait suivi de la marque du pluriel. Okay. Donc, il y a des règles de syntaxe qui sont respectées. Ce n'est pas n'importe quoi. Et ce n'est pas le seul mystère du manuscrit. Les plantes, les systèmes solaires ne représentent absolument rien de connu sur Terre. Ce n'est pas des plantes qui existent sur Terre, ce n'est pas des systèmes solaires qui sont non plus reconnus. Alors, le manuscrit est non seulement mystérieux à cause de ses dessins, de ce qu'il représente, mais également mystérieux à cause de son écriture. Est-ce que ça se pourrait que cette personne-là se soit inventé un langage un peu comme le Klingon pour que ses notes restent personnelles? Tout à fait peut-être? possible. D'ailleurs, l'une des premières hypothèses qui est proposée à propos du manuscrit de Voynich, c'est qu'il serait un traité probablement d'alchimie qui aurait pu être fait, et là on a comme 2 candidats qui viennent en tête. On a un dénommé Bacon, qui était un alchimiste du 13e siècle, qui avait l'érudition pour écrire ou produire un manuscrit comme celui-là, et on avait plus tardivement Léonard de Vinci, qui aurait pu aussi produire un manuscrit comme ça. C'était les 2 grands cerveaux de la fin du Moyen-Âge qui auraient pu réaliser un manuscrit comme celui de Voynich. Inutile de te dire qu'à partir du moment où le manuscrit de Voynich commence à circuler, les plus grands spécialistes en cryptographie vont se pencher sur le manuscrit. Ces mêmes individus qui ont réussi durant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, à déchiffrer le code Enigma, qui était le code utilisé par les Allemands, pour crypter des messages. Et sans la machine Enigma, tu as probablement vu le film, je pense que c'était Sous-marin S-571 ou un truc. Donc, on essayait de retrouver la machine Enigma qui aurait permis de briser ce fameux code des Allemands. C'était un code excessivement
complexe. Et pourtant, du côté des Américains, dans les services secrets, il y avait des spécialistes qui avaient déjà réussi à percer le code Enigma. Ces mêmes gens-là se sont penchés sur le manuscrit de Voynich et se sont brisés les dents. Personne n'a jamais réussi à décoder le manuscrit de Voynich. À sa mort, Voynich a cédé le manuscrit à son épouse. On parle de quelle année? Voynich est décédé dans les années 60. Okay. Et le manuscrit est passé à son épouse. Et son épouse, éventuellement, l'a cédé à une secrétaire. Et en 1969, elle va en faire don à la bibliothèque Beinecke de l'Université de Yale au Connecticut. Et depuis, le manuscrit de Voynich est là. Inutile de dire que chaque année, toutes sortes de spécialistes de manuscrits anciens demandent à voir le manuscrit de Voynich. Mais il l'endommage, j'imagine, dans le chaque fois. Et là, on arrive en fait à ma nouvelle, parce que, comme tu l'as compris, lorsque l'on sort le manuscrit de Voynich, chaque fois, sa manipulation endommage un peu le manuscrit. Moi-même, j'ai été un peu responsable. J'ai eu le manuscrit une quinzaine de minutes entre les mains au début des années 2000. Je m'étais présenté là-bas, on tournait une série documentaire pour la télé, et j'ai demandé à voir le manuscrit de Voynich. Donc, pendant une quinzaine de minutes, j'ai eu le très précieux manuscrit entre les mains. Mais comment tu te sentais? T'avais pas peur de le briser, d'arracher une page? Il y a toujours un peu cette inquiétude-là, mais également, je te dirais, il y a une sorte d'ivresse parce que depuis que je suis gamin, que je m'intéresse aux phénomènes étranges et mystérieux, évidemment, j'ai vu 1000 photographies du manuscrit de Voynich, et c'est vrai qu'adolescent, j'aurais jamais imaginé qu'un jour, j'aurais le manuscrit entre les mains. Et comme tu l'as mentionné, utiliser ou manipuler le manuscrit, c'est l'endommager. Oui. Alors, on arrive à cette nouvelle qui est quand même très intéressante. L'Université de Yale vient de signer une entente avec une maison d'édition du nord de l'Espagne pour reproduire, mais quand je dis reproduire, ce n'est pas simplement reproduire, mais c'est réellement de cloner le manuscrit de Voynich. On a fait appel à des spécialistes, notamment dans la pâte à papier, pour recréer le même vélin qu'on avait utilisé au Moyen-Âge pour imprimer le manuscrit de Voynich. Chaque marque du papier sera reproduite, chaque déchirure du papier sera reproduite, chaque glissement d'encre sera Pourquoi? reproduit. Parce qu'à quelque part, c'est le contenu qu'on veut déchiffrer. Voilà. Et là, on nous dit, ces gens-là nous disent qu'une fois que le manuscrit ce clone sera complété, en fait, on va en reproduire 898 manuscrits. Et pourquoi ce nombre? Bon, ça reste un peu mystérieux. Et déjà, au moment où on se parle, il y a plus de 300 noms d'inscrits sur une liste qui ont fait une demande pour obtenir une copie du manuscrit, qui ne sera pas à la portée de toutes les bourses. Parce que le premier manuscrit va prendre à peu près 18 mois à compléter. OK. Et il va se vendre entre 10 000 et 12 000 $ canadiens. Donc, oui, tu as tout à fait raison. C'est pas la portée. Pas besoin de rien dire, là. Bourses. Mais je veux dire, qui va acheter ça? Les musées? Les musées vont acheter ça. L'Université de Yale va en avoir évidemment 2 ou 3 copies. Eux sont très heureux de cette entente parce qu'à partir de maintenant, ils pourront conserver l'original dans les voûtes de la bibliothèque Beinecke et de présenter la copie, le clone, en fait, aux étudiants ou dans des tournées, des présentations publiques. Donc, on n'aura plus besoin de manipuler l'original manuscrit de Voynich. Un dernier petit mot, bien évidemment, toutes sortes de spécialistes de cryptographie vont vouloir évidemment avoir leur copie pour se pencher sur le manuscrit de Voynich. Je dois quand même te dire que de nos 2 candidats que je t'avais proposés, soit Bacon et Léonard de Vinci, malheureusement, il y a 2 ou 3 ans, on a procédé à une analyse au carbone 14 de la couverture du manuscrit de Voynich, parce qu'on savait, le document était définitivement un original, définitivement un authentique manuscrit du Moyen-Âge, mais on n'avait pas son âge très précis. Le document n'est pas daté. N'est pas daté, OK. Et à partir d'une analyse au carbone 14 sur la couverture, on a situé l'âge du manuscrit de Voynich à peu près au milieu du 15e siècle, donc aux alentours de 1440-1430. Ce qui veut donc dire qu'il est beaucoup trop jeune pour avoir été écrit par Bacon, l'alchimiste, et beaucoup trop vieux pour avoir été écrit par Léonard de Vinci. Donc, retour à la case départ, on est toujours dans l'ignorance de quel candidat historique aurait pu écrire le manuscrit de Voynich. On dit qui ou quoi? C'est pas nécessairement une entité humaine, ça vient pas nécessairement d'ici. C'est pas des affaires que je crois, là, ceci étant dit, mais je sais qu'en ligne, ces choses-là ont dû sortir. Voilà, absolument. À cause, bien sûr, que le manuscrit présente des systèmes solaires inconnus, des plantes inconnues, une écriture inconnue. Inutile de te dire que les tenants des théories du complot, les amateurs de la théorie des anciens astronautes, donc que des extraterrestres seraient venus dans le passé, auraient eu des échanges avec l'humanité. Certains ont prétendu que le manuscrit de Voynich avait peut-être été
été écrit par un extraterrestre resté sur Terre, ou bien que c'est une information que des anciens auraient voulu recopier d'un manuscrit extraterrestre. Donc on a fait une copie d'un document extraterrestre. Mais on va continuer à en parler et on n'aura jamais la réponse à cette affaire-là, malheureusement. Tant aussi longtemps qu'on n'aura pas réussi à percer l'écriture, le code du manuscrit de Voynich, on va rester dans la spéculation sur son contenu. Tu dis que ces notes restent personnelles? Tout à fait possible. D'ailleurs, l'une des premières hypothèses qui est proposée à propos du manuscrit de Voynich, c'est qu'il serait un traité probablement d'alchimie qui aurait pu être fait, et là on a comme deux candidats qui viennent en tête. On a un dénommé Bacon, qui était un alchimiste du 13e siècle, qui avait l'érudition pour écrire ou produire un manuscrit comme celui-là, et on avait plus tardivement Léonard de Vinci, qui aurait pu aussi produire un manuscrit comme ça. C'était les deux grands cerveaux de la fin du Moyen-Âge qui auraient pu réaliser un manuscrit comme celui de Voynich. Inutile de te dire qu'à partir du moment où le manuscrit de Voynich commence à circuler, les plus grands spécialistes en cryptographie vont se pencher sur le manuscrit. Ces mêmes individus qui ont réussi durant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, à déchiffrer le code Enigma, qui était le code utilisé par les Allemands. Les Allemands pour crypter des messages. Et sans la machine Enigma, tu as probablement vu le film, je pense que c'était Sous-marin S-571 ou un truc. Donc, on essayait de retrouver la machine Enigma qui aurait permis de briser ce fameux code des Allemands. C'était un code excessivement complexe. Et pourtant, du côté des Américains, dans les services secrets, il y avait des spécialistes qui avaient déjà réussi à percer le code Enigma. Ces mêmes gens-là se sont penchés sur le manuscrit de Voynich et se sont brisés les dents. Personne n'a jamais réussi à décoder le manuscrit de Voynich. À sa mort, Voynich a cédé le manuscrit à son épouse. On parle de quelle année? Voynich est décédé dans les années 60. Et le manuscrit est passé à son épouse. Et son épouse, éventuellement, l'a cédé à une secrétaire. Et en 1969, elle va en faire don à la bibliothèque Beinecke de l'Université de Yale au Connecticut. Et depuis, le manuscrit de Voynich est là. Inutile de dire que chaque année, toutes sortes de spécialistes de manuscrits anciens demandent à voir le manuscrit de Voynich. Mais il l'endommage, j'imagine, en le prenant. Chaque fois. Et là, on arrive en fait à ma nouvelle, parce que, comme tu l'as compris, lorsque l'on sort le manuscrit de Voynich, chaque fois, sa manipulation endommage un peu le manuscrit. Moi-même, j'ai été un peu responsable. J'ai eu le manuscrit une quinzaine de minutes entre les mains au début des années 2000. Je m'étais présenté là-bas, on tournait une série documentaire pour la télé, et j'ai demandé à voir le manuscrit de Voynich. Donc, pendant une quinzaine de minutes, j'ai eu le très précieux manuscrit entre les mains. Mais comment tu te sentais? T'avais pas peur de le briser, d'arracher une page? Il y a toujours un peu cette inquiétude-là, mais également, je te dirais, il y a une sorte d'ivresse parce que depuis que je suis gamin, que je m'intéresse aux phénomènes étranges et mystérieux, évidemment, j'ai vu 1000 photographies du manuscrit de Voynich, et c'est vrai qu'adolescent, j'aurais jamais imaginé qu'un jour, j'aurais le manuscrit entre les mains. Et comme tu l'as mentionné, utiliser ou manipuler le manuscrit, c'est l'endommager. Alors, on arrive à cette nouvelle qui est quand même très intéressante. L'Université de Yale vient de signer une entente avec une maison d'édition du nord de l'Espagne pour reproduire, mais quand je dis reproduire, ce n'est pas simplement reproduire, mais c'est réellement de cloner le manuscrit une quinzaine de minutes entre les mains au début des années 2000. Je m'étais présenté là-bas, on tournait une série documentaire pour la télé, et j'ai demandé à voir le manuscrit de Voynich. Donc, pendant une quinzaine de minutes, j'ai eu le très précieux manuscrit entre les mains. Mais comment tu te sentais? T'avais pas peur de le briser, d'arracher une page? Il y a toujours un peu cette inquiétude-là, mais également, je te dirais, il y a une sorte d'ivresse parce que depuis que je suis gamin, que je m'intéresse aux phénomènes étranges et mystérieux, évidemment, j'ai vu 1000 photographies du manuscrit de Voynich. Et c'est vrai qu'adolescent, j'aurais jamais imaginé qu'un jour, j'aurais le manuscrit entre les mains. Et comme tu l'as mentionné, utiliser ou manipuler le manuscrit, c'est l'endommager. Alors, on arrive à cette nouvelle qui est quand même très intéressante. L'Université de Yale vient de signer une entente avec une maison d'édition du nord de l'Espagne pour reproduire, mais quand je dis reproduire, ce n'est pas simplement reproduire, mais c'est réellement de cloner le manuscrit de Voynich. On a fait appel à des spécialistes, notamment dans la pâte à papier, pour recréer le même vélin qu'on avait utilisé au Moyen-Âge pour imprimer le manuscrit de Voynich. Chaque marque du papier sera reproduite, chaque déchirure du papier sera reproduite, chaque glissement d'encre sera reproduit. Pourquoi? Parce qu'à quelque part, c'est le contenu qu'on veut déchiffrer.
Et là, ces gens-là nous disent qu'une fois que le manuscrit ce clone sera complété, en fait, on va en reproduire 898 manuscrits. Et pourquoi ce nombre? Bon, ça reste un peu mystérieux. Et déjà, au moment où on se parle, il y a plus de 300 noms d'inscrits sur une liste qui ont fait une demande pour obtenir une copie du manuscrit, qui ne sera pas à la portée de toutes les bourses. Parce que le premier manuscrit va prendre à peu près 18 mois à compléter. OK. Et il va se vendre entre 10 000 et 12 000 $ canadiens. Donc, oui, tu as tout à fait raison. C'est pas la portée. Pas besoin de rien dire, là. Mais je veux dire, qui va acheter ça? Les musées? Les musées vont acheter ça. L'Université de Yale va en avoir, évidemment, 2 ou 3 copies. Eux sont très heureux de cette entente parce qu'à partir de maintenant, ils pourront conserver l'original dans les voûtes de la bibliothèque Banneken et de présenter la copie, le clone, en fait, aux étudiants ou dans des tournées, des présentations publiques. Donc, on n'aura plus besoin de manipuler l'original manuscrit de Voynich. Un dernier petit mot, bien évidemment, toutes sortes de spécialistes de cryptographie vont vouloir évidemment avoir leur copie pour se pencher sur le manuscrit de Voynich. Je dois quand même te dire que de nos 2 candidats que je t'avais proposés, soit Bacon et Léonard de Vinci, malheureusement, il y a 2 ou 3 ans, on a procédé à une analyse au carbone 14 de la couverture du manuscrit de Voynich, parce qu'on savait, le document était définitivement un original, définitivement un authentique manuscrit du Moyen Âge, mais on n'avait pas son âge très précis. Le document n'est pas daté. Et à partir d'une analyse au carbone, ce n'est pas des systèmes solaires qui sont non plus reconnus. Alors, le manuscrit est non seulement mystérieux à cause de ses dessins, de ce qu'il représente, mais également mystérieux à cause de son écriture. Est-ce que ça se pourrait que cette personne-là se soit inventé un langage un peu comme le Klingon pour que ses notes restent personnelles? Tout à fait possible. D'ailleurs, l'une des premières hypothèses qui est proposée à propos du manuscrit de Voynich, c'est qu'il serait un traité probablement d'alchimie qui aurait pu être fait, et là on a comme 2 candidats qui viennent en tête. On a un dénommé Bacon, qui était un alchimiste du 13e siècle, qui avait l'érudition pour écrire ou produire un manuscrit comme celui-là, et on avait plus tardivement Léonard de Vinci, qui aurait pu aussi produire un manuscrit comme ça. C'était les 2 grands cerveaux de la fin du Moyen Âge qui auraient pu réaliser un manuscrit comme celui de Voynich. Inutile de te dire qu'à partir du moment où le manuscrit de Voynich commence à circuler, les plus grands spécialistes en cryptographie vont se pencher sur le manuscrit. Ces mêmes individus qui ont réussi durant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, à déchiffrer le code Enigma, qui était le code utilisé par les Allemands pour crypter des messages. Et sans la machine Enigma, tu as probablement vu le film, je pense que c'était Sous-marin S-571 ou un truc. Donc, on essayait de retrouver la machine Enigma qui aurait permis de briser ce fameux code des Allemands. C'était un code excessivement complexe. Et pourtant, du côté des Américains, dans les services secrets, il y avait des spécialistes qui avaient déjà réussi à percer le code Enigma. Ces mêmes gens-là se sont penchés sur le manuscrit de Voynich et se sont brisés les dents. Personne n'a jamais réussi à décoder le manuscrit de Voynich. À sa mort, Voynich a cédé le manuscrit à son épouse. On parle de quelle année? Voynich est décédé dans les années 60. Et le manuscrit est passé à son épouse. Et son épouse, éventuellement, l'a cédé à une secrétaire. Et en 1969, elle va en faire don à la bibliothèque Banneken de l'Université de Yale au Connecticut. Et depuis, le manuscrit de Voynich est là. Inutile de dire que chaque année, toutes sortes de spécialistes de manuscrits anciens demandent à voir le manuscrit de Voynich. Mais il l'endommage, j'imagine, dans le chaque fois. Et là, on arrive en fait à ma nouvelle, parce que, comme tu l'as compris, lorsque l'on sort le manuscrit de Voynich, chaque fois, sa manipulation endommage un peu le manuscrit. Moi-même, j'ai été un peu responsable. J'ai eu le manuscrit une quinzaine de minutes entre les mains au début des années 2000. Je m'étais présenté là-bas, on tournait une série documentaire pour la télé, et j'ai demandé à voir le manuscrit de Voynich. Donc, pendant une quinzaine de minutes, j'ai eu le très précieux manuscrit entre les mains. Mais comment tu te sentais? T'avais pas peur de le briser, d'arracher une page? Il y a toujours un peu cette inquiétude-là, mais également, je te dirais, il y a une sorte d'ivresse parce que depuis que je suis gamin, que je m'intéresse aux phénomènes étranges et mystérieux, évidemment, j'ai vu 1000 photographies du manuscrit de Voynich, et c'est vrai qu'adolescent, j'aurais jamais imaginé qu'un jour, j'aurais le manuscrit entre les mains. Et comme tu l'as mentionné, utiliser ou manipuler le manuscrit, c'est l'endommager. Alors, on arrive à cette nouvelle